bonjour. Alors, on y va, il est 13 heures. Donc, bienvenue à ce rendez-vous, donc le troisième, si je ne me trompe pas, troisième rendez-vous partenaire sur le pouce, donc mis en place par le DAC 77 Nord. Vous avez à côté de moi donc Solène Thiebaud, qui est chef de projet territorial sur l'association et qui coordonne ce genre de rendez-vous que nous essayons de tenir mensuellement. Et moi-même, je suis donc Adrien Baumel, je suis directeur de l'association et donc du DAC, dispositif d'appui à la coordination. Aujourd'hui, on reçoit l'association Réseau Morphée par les voix du docteur Sylvie Royan-Parola et de Virginie Piongraf, qui sont respectivement présidentes de l'association, donc du réseau, et directrices de la même association. Et donc, que je remercie d'avoir accepté un petit peu. Voilà, il y a 15 jours max, hein, donc de manière assez rapide pour organiser ce moment. Donc, merci beaucoup. Vous avez du coup une présentation du réseau et puis évidemment, donc Morphée, ça dit indirectement son nom sur le thème et le sujet. Et puis, vous allez pouvoir après avoir un temps de questions, donc une présentation des services de l'association, et puis évidemment toute une partie médicale sur le sujet. Et puis, je pense à la fin, vous aurez l'occasion de poser des questions si nécessaire. Juste pour rappel, pour toutes les personnes dans l'audience, c'est que cette session est enregistrée et sera rediffusée sur la chaîne, mis en accès libre sur la chaîne YouTube du DAC. Et puis, voilà, je vous souhaite une bonne séance et merci encore à vous, mesdames, pour ce moment. Merci. Donc, juste se dire qu'on a ce petit temps d'échange après pour poser vos questions. Vous pourrez le faire par le chat ou après en demandant de lever la main. Voilà. Merci. Entendu. Merci à vous. Merci beaucoup. Écoutez, on est ravis d'être avec vous là pour vous présenter le réseau Morphée et ce qu'on fait sur le sommeil. Le réseau Morphée est né il y a maintenant 20 ans, puisqu'on va fêter les 20 ans du réseau, et d'une volonté d'un groupe de médecins essentiellement au départ, qui s'était rendu compte qu'au niveau des troubles du sommeil, il y avait quand même un très fort déficit dans la prise en charge des patients et une errance des patients qui était assez remarquable pour des troubles qui étaient fréquents, mais mal connus des médecins, avec des ressources pas évidentes. Et donc, on a commencé à travailler sur ce qu'on pouvait faire, à la fois de la formation, et puis essayer d'innover un peu sur la prise en charge pour faciliter l'accès aux soins des patients. Et donc, c'est ce que je vais vous montrer au travers de cette présentation. Je crois que je peux partager. Hein, voilà. Oui, vous avez la main normalement, voilà. Sylvie. Donc, je pense que ça, on va y arriver. Donc, je vais vous parler donc, du réseau Morphée en vous présentant un peu qui on est, ce qu'on fait et comment on peut vous aider et bien sûr les aspects pratiques du réseau. Alors déjà, sur le plan général, on est une petite équipe avec, vous voyez, 5,3 ETP seulement, mais très efficace, avec une directrice administrative, donc Virginie, un chargé de mission et de communication qui est Alexandre Pousset, 2 secrétaires à temps partiel et 4 médecins coordinateurs qui sont que 0,9 temps plein. Donc, on n'a pas un médecin tous les jours. Il y a 2 psychologues, l'une qui est psychologue coordinatrice et l'autre, Sylvain Dagneau, qui est psychologue responsable de l'évaluation. Et vous voyez qu'on a pas mal de membres, avec effectivement 370 membres au niveau du réseau, 70% de médecins, 10% de psychologues et 7 autres professionnels de santé, des infirmières, des kinés, des partenaires, 22 établissements sanitaires, des hôpitaux, des cliniques, 14 PSAD, c'est-à-dire des prestataires de soins à domicile, un centre de santé, 4 associations de patients qui sont plutôt assez dynamiques dans le domaine du sommeil. Et on travaille en gros avec 934 professionnels qui nous envoient des patients, auxquels on envoie des patients. Il y a un bureau aussi qui est très actif avec moi évidemment en tant que présidente, mais d'autres membres qui sont aussi très intervenants, que vous connaissez peut-être.
Ah non. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en termes de mission? Eh bien, il y a une première mission au niveau du réseau Morphée, c'est informer, accompagner le public sur les troubles du sommeil. Et il y a, comme on le verra, un site internet qui est extrêmement actif. Ensuite, il y a tout ce travail qui va se faire plutôt avec les patients, qui est orienté, coordonner la prise en charge des patients. Et là aussi, ils vont trouver des ressources sur le site. Et il y a tout ce qui est la partie expertise, accompagnement, qui seront plutôt orientés vers professionnels de santé. Donc, pour ce qui est du grand public, on a un site internet qui est très, très actif puisqu'on a plus de 1000 visites par jour. On a un forum qui est aussi extrêmement riche et où les parents, notamment de petits-enfants, trouvent beaucoup parce qu'on a enfin, c'est un vrai service rendu aux parents avec beaucoup d'échanges entre les parents, mais beaucoup d'échanges aussi avec un des médecins coordinateurs qui s'en occupe. Un blog qui prend un peu les éléments d'actualité, en plus du site où il y a des données, disons, plus classiques. Une chaîne YouTube qui commence à s'incrémenter de plus en plus de vidéos. Et puis, tout ce qui est médias sociaux. Alors, il n'y a pas que Facebook, il y a Facebook, LinkedIn, Twitter. On a des plaquettes de prévention, bien sûr, pour les patients. Et dans ce cadre de cette activité-là, il y a tout ce qui va être activité de prévention, notamment auprès des structures, alors qu'elles soient au sein des villes, au sein des collèges, au sein même de regroupements départementaux ou autres. Et là, on intervient avec, bien sûr, les brochures, des conférences, et tout ça orienté grand public. Donc, vous voyez qu'il y a pas mal d'éléments qu'on va trouver en ligne et notamment, il y a un point très fort, disons, d'accroche au niveau de notre site, c'est la rubrique « Évaluer votre sommeil » avec le questionnaire Morphée. Et là, on va y revenir parce que c'est un peu la base aussi de notre prise en charge. Il y a beaucoup d'exemplaires aussi de documents qu'on peut distribuer quand on fait des interventions sur place. Là, vous avez un petit aperçu de ce qui se passe pour l'enfant, notamment, avec des brochures du bébé, de l'enfant, de l'adolescent, des brochures aussi qui ne sont pas faites par nous, mais auxquelles on a participé, ou des petits livres. Et du coup, on commence à avoir pas mal d'éléments qui sont intéressants pour les parents, là en l'occurrence, mais ça pourrait être aussi chez l'adulte si on prend d'autres documents. Alors, quand est-ce que vous pourrez ou ce serait bien de demander une aide au réseau? Eh bien, nous, on s'intéresse aux troubles du sommeil chronique, c'est-à-dire que, bien sûr, ça arrive à tout le monde de ne pas dormir une nuit ou 2-3 nuits dans des circonstances particulières. Là, nous, on s'intéresse aux troubles du sommeil chronique et dans la définition, c'est un trouble du sommeil qui survient au moins 3 fois par semaine et qui dure depuis plus de 3 mois. Les troubles du sommeil sont assez peu connus encore au niveau des médecins parce qu'il n'y a toujours pas d'enseignement, dans la plupart des facs en tout cas, il n'y a toujours pas d'enseignement sur les troubles du sommeil. Donc effectivement, on a des modalités de recrutement où ce sont beaucoup les patients qui vont venir, mais pour vous, quand est-ce que vous allez vous alerter dans le cadre de votre exercice? Eh bien, il y a différentes pathologies qui vont nécessiter un regard et une prise en charge particulière. Il y a bien sûr les différents types d'insomnie. Alors là, c'est assez facile en termes de diagnostic parce que le diagnostic de l'insomnie est un diagnostic clinique, c'est-à-dire que c'est la plainte du patient qui compte. Donc, il va dire je ne dors pas. Soit il va ne pas s'endormir, soit il va se réveiller en cours de nuit, soit il va se réveiller trop tôt le matin. Mais il sera en plus fatigué ou avec des conséquences le lendemain. Donc ça, c'est les définitions de l'insomnie. Et vous pouvez avoir des insomnies très sévères avec des gens qui vous disent qu'ils ne dorment pas et ils dorment très peu. Alors les insomnies où les gens dorment très peu, il y a certains types d'insomniaques qui ont un hyper-éveil très fort
qui vont dormir effectivement 3, 4, 5 heures grand maxi par nuit. Et puis, vous avez des comorbidités aussi qui expliquent beaucoup ces insomnies, notamment c'est la dépression. Et le problème dans ces insomnies avec une durée courte de sommeil, c'est qu'il y a vraiment un retentissement important sur tout l'ensemble du fonctionnement de la personne, avec un risque majoré en termes d'hypertension, en termes de dépression notamment, et de troubles cardiovasculaires. Pour ce qui est du syndrome d'apnée du sommeil, là maintenant, on a une prise en charge globale, hein, je dirais, France entière, qui est vraiment très très différente de celle qu'il y avait il y a 20 ans, avec une prise en charge qui se fait plutôt pas mal. Et là, les signaux d'alerte, ce sont un ronflement sonore, des arrêts respiratoires notés par l'entourage, la fatigue, la somnolence le lendemain, mais ça peut être aussi une insomnie de seconde partie de la nuit. C'est assez traite, les insomnies parfois. Et il faudra y faire particulièrement attention s'il y a une obésité associée, s'il y a une hypertension, si la personne a fait un AVC récent ou s'il y a une bipolarité, où là, il y a une association avec le syndrome d'apnée qui dépasse largement l'association dans la population normale. Autre type de pathologie qui est très fréquente, mais pourtant mal connue, c'est le syndrome des jambes sans repos. Alors en fait, c'est une sensation extrêmement désagréable que les gens vont avoir, notamment quand ils s'allongent le soir et qu'ils essayent de se reposer et de dormir, avec des sensations extrêmement pénibles qui touchent essentiellement les jambes et qui donnent l'envie de bouger, et envie de bouger telle que parfois les gens sont obligés de se relever et de marcher. Et donc, ça donne des insomnies d'endormissement majeurs, bien sûr. Ça peut réveiller la nuit, mais c'est souvent, enfin, ça augmente avec l'âge. Et là, c'est intéressant parce qu'on se rend compte, notamment dans les maisons de retraite, en EHPAD et autres, vous avez probablement beaucoup de personnes âgées qui ont en fait un syndrome des jambes sans repos non diagnostiqué, et qui déambulent le soir, et on parle, enfin on pense que c'est lié à des troubles cognitifs ou une hyperagitation générale, de l'anxiété, etc. Interrogez bien les gens, demandez ce qu'ils sentent dans les jambes, ça peut être extrêmement pénible, mais ils n'en parlent pas, et du coup, eh bien, on passe à côté du diagnostic, on leur donne des hypnotiques, ça n'arrange rien, et du coup, ils sont très mal. Il peut y avoir aussi des troubles de la vigilance. Alors, le terme de vigilance, nous, dans notre jargon sommeil, c'est très, très clair. Et en fait, dans la population générale, personne ne comprend ce que ça veut dire vigilance. Enfin, à part le côté vigile où on est attentif, mais la vigilance, ce n'est pas très, très évident. En fait, c'est les troubles de l'éveil et qui vont s'accompagner d'une envie de dormir ou d'une somnolence dans la journée, avec des endormissements dans des situations qui sont inappropriées, alors au volant bien sûr, mais ça peut être en mangeant, où la personne n'arrive pas à rester réveillée. Et tout au long de la journée, comme ça, il va y avoir des périodes de somnolence répétées. Ce n'est pas normal, bien entendu, et ça nécessite quand même une interrogation et souvent une exploration. Les parasomnies, ça, ce sont tous les troubles qui vont venir perturber le sommeil, qui font moins l'objet de consultations, sauf quand ça s'accompagne de comportements un peu dangereux. Je pense par exemple à du somnambulisme où les gens se mettent dans des situations risquées, sortir dans la rue, escalader des trucs, ou quand c'est du somnambulisme un peu plus compliqué, où ils font mal au conjoint, où ils le poussent hors du lit pour le sauver, ou ils se font mal parce qu'ils ont très peur en se réveillant et se retrouvent blessés. Donc c'est comme ça qu'on les voit atterrir, si je puis dire, en consultation de troubles du sommeil. Après, il y en a d'autres, mais enfin, c'est souvent pas des motifs de consultation comme les rythmies, les paralysies du sommeil, les hallucinations hypnagogiques. Je vous en parlerai après si vous voulez qu'on revienne là-dessus. Alors, comment adresser le patient au réseau? Eh bien, il y a un questionnaire à remplir avant, que ce soit en ligne, comme on l'a vu tout à l'heure avec le questionnaire qui est accessible à tout le monde, ou une version papier, hein.
pour les gens, notamment les personnes âgées. C'est ce qu'on fait assez souvent. Au terme de ce questionnaire en ligne, alors déjà, c'est un questionnaire anonyme, donc il faut bien que vous ayez conscience de ça. Donc, si le patient ne l'imprime pas ou s'il ne sauvegarde pas le PDF, on n'a aucune trace de ce questionnaire. C'est un questionnaire donc anonyme avec à la fin un petit rapport qui ressemble, vous voyez là sur la droite, vous avez à quoi ça ressemble. Donc on a l'âge, le sexe, et puis la description un peu à la manière d'une observation médicale avec ce qui va être les symptômes liés au sommeil, les symptômes liés à la nuit, les symptômes dans la journée, et puis les pathologies associées, etc. Et il y a aussi des pages de conseils qui sont des conseils ciblés en fonction des symptômes rentrés par le patient. Donc, ça lui permet d'avoir un peu un accompagnement et des conseils comme ça qui sont donnés en dehors, bien sûr, d'une consultation médicale, que d'ailleurs ce questionnaire n'a pas pour objet de remplacer, hein. C'est juste un guide. Mais ce questionnaire est important parce qu'il va être analysé par le médecin coordinateur qui va donc avoir tous les symptômes recueillis sur tous les domaines de la pathologie du sommeil que l'on souhaite explorer et qui va pouvoir donner un avis d'orientation. Alors, parfois, c'est compliqué, enfin, c'est rare, mais du coup, si la personne nous a contactés pour demander une orientation, alors que ce soit en ligne ou que ce soit en appelant le réseau tout bonnement, hein, le médecin coordinateur va donc analyser ce questionnaire et s'il y a des infos complémentaires à avoir auprès du médecin traitant, auprès d'un médecin qui a pris en charge déjà le patient, si tout au moins le patient a donné ces informations quand il a demandé l'orientation au réseau, eh bien, le médecin coordinateur peut appeler ce médecin pour discuter, voir et fignoler encore plus, si je puis dire, l'orientation. Et l'orientation, ça sera essentiellement vers un médecin spécialiste du sommeil. En fait, le médecin coordinateur connaît parfaitement le milieu en Île-de-France sur tous les médecins intervenants au niveau du sommeil. Et du coup, bon, bien sûr, on a des médecins membres, il y en a d'autres aussi à l'hôpital qu'on ne connaît pas nécessairement tous personnellement, mais on adresse plutôt un service à ce moment-là. Ou alors un médecin libéral que lui, on connaît. Et il y a une dernière orientation qui est vers un psychologue formé à la prise en charge de l'insomnie, mais là, c'est spécifiquement dans le cadre de l'insomnie. D'ailleurs, on va revenir là-dessus sur l'insomnie, mais concernant le devenir du patient, on voit qu'il y en a 71% qui sont orientés vers un médecin spécialiste du sommeil, 24% vers un psychologue spécialiste du sommeil. Alors, c'était en augmentation cette année et ça a été vraiment très identifié en rapport avec le Covid, où là, il y a eu visiblement une augmentation d'anxiété. Comme vous le savez, l'anxiété est une des grandes causes, disons, de troubles du sommeil. Et 4% sont orientés vers un atelier insomnie du réseau Morphée dont je vais vous parler après. Et vous voyez, avec une évaluation des patients qui est plutôt intéressante parce que quand on prend en charge les troubles du sommeil, il y a une amélioration globale de la santé, 64% des patients, une amélioration globale de la qualité de vie pour 68% des patients, des patients, et une diminution, voire un arrêt de la prise de médicaments pour dormir pour 60%, et une amélioration du sommeil pour 70%, bien sûr, des patients, ça on l'espère aussi. Mais, et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. C'est-à-dire que si on prend en charge les troubles du sommeil, on va améliorer globalement l'état de santé global, et notamment dans les maladies chroniques. En fait, quelqu'un qui a une maladie chronique et qui dort mal va aggraver sa symptomatologie et les conséquences de sa symptomatologie, que ce soit diabète, que ce soit même démence, que ce soit les troubles cardiovasculaires. Alors, fort heureusement aussi, dans notre évaluation, on demande aux gens si on sert à quelque chose. Ils sont 77% à penser que oui, donc ça nous rassure. Alors, pour les insomniaques,
on a effectivement mis en place un circuit particulier et où le réseau, là pour le coup, va rentrer directement en rapport avec les patients. Ce sont les ateliers du réseau qui sont des formes de thérapie cognitivo-comportementale brèves, enfin de l'insomnie mais brèves, c'est-à-dire en 3 séances. Et son indication privilégiée, c'est l'insomnie maladie sans comorbidité. Et donc, on travaille en fait sur les comportements du patient en les modifiant par des séances qui sont en groupe. Alors, quand c'est présentiel, c'est des groupes de 7 à 9 personnes. Si c'est en visio, en fait, ça demande beaucoup plus de temps passé avec chacun. Donc, du coup, on ne peut prendre que pratiquement 4-5 patients et pas plus. Mais le principe est le même, hein. On travaille sur les mêmes objectifs, retrouver le signal déclencheur du sommeil, mobiliser les facteurs hypnogènes naturels, dédramatiser. Et que ce soit en groupe, en présentiel ou en visio, c'est sur une séance, enfin ça dure 1 mois, avec 3 séances qui sont à la première, le premier jour, la deuxième est à 8 jours et la troisième est 15 jours après. Donc ça fait en fait, ça dure pas trop longtemps, donc les gens ne sont pas non plus dans quelque chose qui perturbe trop leur emploi du temps. Il y a eu visiblement quelque chose de très intéressant avec la visio, c'est qu'on s'est rendu compte que d'abord, on a fait une étude comparative, hein, pour voir avec le présentiel, il y a les mêmes effets, enfin la même efficacité, et l'efficacité, elle est bonne, puisque vous voyez dans une étude qu'on a fait déjà en 2016, publiée dans l'Encéphale, il y a plus de 70% des patients qui vont mieux et qui en plus diminuent leur consommation d'hypnotique. Et la deuxième chose, c'est que la visio nous a apporté quelque chose d'intéressant, c'est que des gens qui étaient difficilement mobilisables parce que les groupes étant essentiellement à Paris, on essaye de les faire dans des endroits où c'est facilement accessible, hein, en métro. On en fait quelques-uns à Garches aussi, ou dans le nord de Paris. Mais c'est vrai que pour ceux qui viennent du 77, notamment, c'est plus compliqué. Et la visio, bah, ça efface tous ces problèmes-là. Le deuxième volet qui va être important, c'est tout ce qui est la formation et l'aide aux professionnels de santé avec, là pour le coup, je vais vous parler des ressources dont on dispose. Là aussi, il y a le site internet avec la partie membre. Alors là, la partie membre, il faut être membre. C'est-à-dire C'est la condition. bon, la cotisation est à 25 €, donc ça va. Et là, du coup, vous avez accès à l'annuaire du réseau Morphée de tous les professionnels de santé qui sont impliqués dans le sommeil en Île-de-France. Il y a des fiches conduite à tenir qui sont très pratiques, comme celle-ci, par exemple, pour le sommeil de l'enfant. Pardon, les apnées chez l'enfant. Donc, c'est des fiches extrêmement pratiques et denses pour qu'on aille directement à l'essentiel. Et puis, donc, vous avez différentes thématiques qui ont été déjà traitées. Conduite à tenir devant une insomnie chronique, conduite à tenir devant un patient somnolent, conduite à tenir devant un patient traité par PPC, devant un adulte ronfleur qui se sent fatigué, et devant la suspicion d'apnée du sommeil de l'enfant. Ça, c'est la fiche qui est à droite. Donc, pour ce qui est toujours dans les professionnels de santé et des autres outils, on a une série d'échelles et, disons, de modalités pour questionner, ne serait-ce qu'au travers du questionnaire de sommeil, hein, ça structure vraiment ce que l'on doit chercher devant un patient qui a des troubles du sommeil. Et puis, il y a un autre outil qui est l'agenda du sommeil. Alors, pour les évaluations par des échelles cliniques, on a recensé dans notre site tous les questionnaires qui sont efficients pour essayer d'évaluer différents aspects, que ça aille du sommeil de l'enfant, de l'adolescent, des traitements du syndrome d'apnée du sommeil, des narcolepsies traitées, le questionnaire de typologie circadienne, c'est-à-dire est-ce qu'on est du matin, est-ce qu'on est du soir, qui est aussi en ligne d'ailleurs, que les gens peuvent remplir, et l'index de sévérité de l'insomnie. Ça, c'est des outils couramment utilisés en pratique en médecine du sommeil. Et puis, vous avez l'agenda du sommeil
qui est vraiment un outil absolument fascinant qu'il faut apprendre à utiliser parce que ça donne vraiment plein d'infos. Ça coûte très très peu d'argent, juste une feuille de papier. Et vous avez une forme pour l'adulte et une forme pour l'enfant. Enfin, plutôt une forme pour l'enfant et celle-là, c'est pour l'adulte. Alors, vous avez des outils spécifiques justement sur le site de l'enfant. Et là, notamment, il y a un questionnaire qui évalue un peu le risque de pathologie générale. Il y a aussi, pour les enfants jusqu'à 8 ans, un questionnaire qui va évaluer le risque d'apnée. Ça, c'est intéressant. On ne pense pas assez aux apnées du sommeil de l'enfant. Et là, il est très bien fait, le questionnaire. C'est été validé par un médecin qui s'appelle Salman Nguyen et qui est vraiment très bien fait. Et puis, vous avez plein d'autres choses. Et là, tout est visible sur le site du sommeil de l'enfant. Ce qui est toujours pour les professionnels de santé, tout ce qui concerne les relations directes, d'appui qu'on peut avoir avec vous, eh bien, il y a déjà des conseils d'experts. Vous pouvez appeler le médecin coordinateur et lui parler pour échanger au travers de votre expérience d'un patient ou pour le parcours d'un patient. Il y a des staffs cliniques qui sont organisés une fois par mois où là, on échange sur des cas cliniques et qui sont proposés par les membres ou par le staff ou par des experts qui travaillent avec nous. Et il y a aussi des formations. Alors là, les formations, avant, on organise des DPC, on ne fait plus du DPC standard au niveau du sommeil parce qu'il y a des tas d'organismes qui font ça très bien. En fait, on fait des schémas plutôt orientés un peu sur mesure pour des groupes, enfin des grands groupes, pas pour 4 personnes, mais notamment avec les autres réseaux, on a fait des choses intéressantes. Et puis, on a mis en place des formations qui sont en ligne, qui sont enregistrées, pour vous donner une petite idée si ça veut bien marcher, parce que je ne suis pas sûre. Oui, voilà. Bonjour, je m'appelle Dr Sarah Hartley, je suis médecin coordonnateur de réseau Morphée, praticien hospitalier à l'unité de sommeil à l'hôpital Poincaré à Garches, et je vous souhaite le bienvenu à notre formation online sur les comportements de sommeil chez les diabétiques. Pourquoi et comment les modifier? Donc là, par exemple, vous avez effectivement cette Dans les modules précédents, nous avons revu les éléments essentiels de la physiologie du sommeil et les éléments qui contribuent à un risque. Arrêtez-le, oui. À la fin de cette formation, enfin de ce diaporama, il y a un questionnaire pour voir ce que vous avez retenu et donc vous pouvez revenir et comme ça avancer. Il y a plusieurs thématiques qui sont réalisées et on est en train d'incrémenter un peu cette formation parce que ça nous semble être quelque chose d'intéressant et que chacun peut faire un peu à la carte quand il veut, quand il a le temps. On a prévu des modules courts, 10-15 minutes grand maxi, pour que le médecin ou le professionnel de santé qui veut le faire puisse le faire quand il a un trou et qu'il a dit tiens, il faudrait que je revoie quelque chose sur le sommeil. Et Sylvie, je précise que tous nos staffs cliniques sont également disponibles en replay sur le site membre. On s'est enregistré et on peut le visionner ultérieurement. Absolument. Alors donc, au niveau du réseau, on a mis en place nécessairement une évaluation de ce qu'on faisait pour essayer de comprendre un peu ce qui se passait. Et puis au travers même des questionnaires de sommeil que l'on recueille auprès de la population générale, enfin de la population générale, non, de la population qui se plaint de troubles du sommeil, on a commencé toute une série d'études avec notamment un comité scientifique qui nous y aide. Et là, il faut dire qu'on a maintenant 75 000 questionnaires de remplis, donc il y a matière en effet à faire quelque chose. Et du coup, on publie ou on s'associe aussi avec notamment la région. On a fait un très beau travail sur les écrans et le sommeil des adolescents. Si vous en entendez tant parler depuis 2015, c'est en partie à cause du réseau Morphée.
Voilà, donc ça veut dire qu'on est plutôt actif aussi sur la réflexion par rapport à la thématique. Et pour vous, en pratique, comment vous allez faire pour nous adresser à un patient? Il y a des techniques très classiques, hein, de prendre son téléphone et vous appelez le 01 47 41 17 17. Il y a le mail qui fonctionne très bien, contact réseau-morphée.fr. Et puis, pour certains patients ou pour parler de patients, on peut avoir des procédures sécurisées qu'on vous communiquera si besoin. Et le patient, dans tous les cas, devra remplir un questionnaire de sommeil, remplir une demande administrative. Et si le patient ne peut pas se déplacer à domicile, il faudra contacter le médecin coordinateur pour voir quelle procédure on peut mettre, et s'il y a lieu de mettre en place une procédure particulière. On est ouvert à toute réflexion à ce niveau-là. Je pense qu'on y reviendra peut-être dans la discussion. Alors voilà, ça c'est l'équipe du réseau Morphée, hein, avec notre petit sommeil derrière. On est un peu, par moments, un peu les uns sur les autres, mais enfin, l'ambiance est sympa et l'équipe est très sympa. Voilà, je vous remercie de votre attention. Et puis, je vais essayer de repasser en annuler le partage pour, voilà, hop, voilà, ça y est. Je pense comme ça, on a un petit peu de temps pour les questions. Pour les questions. Oui. Merci beaucoup. Eh bien, la parole est effectivement aux participants. Si vous avez des questions, là, il n'y a pas de questions qui sont passées sur le chat pendant votre intervention, en tout cas. Tout était clair. J'ai l'impression. Je vois quelqu'un qui a fait un signe de la main, effectivement. En pensant à certains patients ou peut-être que vous avez des demandes à faire sur certains patients ou comment on pourrait faire dans certaines circonstances, je ne sais pas. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. Je suppose qu'il y a X fonctionnements différents, donc on peut pas généraliser. Non? Non. Même pas par écrit? Si on a une question. Comment et où ont lieu les consultations? Alors, c'est intéressant parce que, en fait, le réseau lui-même ne fait pas de consultation. Il adresse à un spécialiste qui va faire la consultation, que ce soit un médecin libéral ou un médecin hospitalier. C'est-à-dire que nous, on est le relais, mais qui va permettre de vraiment évaluer quel est le type de pathologie. Parce que, comme vous l'avez vu dans les pathologies possibles, vous avez des pathologies extrêmement diverses. Et donc, ça veut dire que derrière, vous allez avoir des spécialistes du sommeil qui ont des spécialités différentes. Ça va aller du pneumo en passant par le neuro, par le psy, par le RL, par l'endocrino et par certains médecins généralistes qui se sont formés spécifiquement au sommeil. Vous en avez qui sont d'exercices exclusifs, si je puis dire, sommeil, et d'autres qui continuent leur spécialité et qui ne voient que de temps en temps une personne qui a des troubles du sommeil. Donc ça, au niveau du réseau, on le sait. On sait qui fait quoi. Et du coup, c'est intéressant parce que le patient ne va pas être adressé vers le mauvais interlocuteur. Notamment, maintenant, on a bien repéré que les pneumologues ou les ORL exploraient le sommeil. Donc, du coup, on voit des insomniaques qui consultent vers ces spécialistes, mais qui ne sont pas, ces spécialistes-là, enfin, tout ouverts, ne sont pas nécessairement spécialisés dans l'insomnie. Du coup, ils ne vont pas pouvoir vraiment aider le patient. En passant par le réseau, nous, on aura repéré qu'il y a une insomnie et éventuellement peut-être une suspicion d'apnée du sommeil, mais peut-être pas de suspicion d'apnée du sommeil. Du coup, on ne l'adressera pas à un pneumologue, on va l'adresser à quelqu'un qui s'occupe d'insomnie. Une autre question, si un patient fait son questionnaire de son propre chef, le médecin traitant est-il contacté ou, dans les conseils, lui est-il recommandé de voir son médecin traitant pour vous être officiellement adressé?
Absolument. Enfin, la plupart Toujours. des patients, toujours. La plupart des patients, de toute manière, enfin, non, il y a combien? Il y a 30% hein, qui sont adressés par leur médecin traitant en direct. Oui. Et de toute manière, il y a une lettre qui est faite au médecin traitant, systématique. Le médecin traitant est effectivement informé de l'orientation que le réseau Morphée a préconisée avec le diagnostic qu'a fait le médecin coordonnateur. Il est vraiment, systématiquement, il est informé. Alors, après, je vois est-ce payant, remboursé? Alors, l'intervention du réseau n'est pas payante pour le patient, mais après, dès lors qu'il rentre dans le circuit de soins, bah, évidemment, il va rentrer dans un circuit de soins qui dépend du circuit de soins qui lui a été demandé. D'ailleurs, on lui demande si il ne souhaite qu'un médecin en secteur 1, s'il accepte de voir un médecin en secteur 2. Alors, je ne vous cache pas qu'en Île-de-France, s'il exige un médecin à côté de chez lui et strictement en secteur 1, c'est plus dur. On a une question. Êtes-vous spécialiste handicap mental? Ah oui, c'est vrai. J'avais zappé cette partie-là. Non, on n'est pas spécialiste handicap mental parce que si vous voulez, mais il y a des cas de patients qui ont des handicaps mentaux qui vont tout à fait avoir intérêt à avoir une consultation par un spécialiste du sommeil. Mais à ce moment-là, le spécialiste du sommeil qui pourra l'aider va être un spécialiste, un expert de haut niveau, si je puis dire. Parce que ça ne pourra pas être le médecin tout venant qui fait du sommeil. Parce que derrière, vous allez avoir souvent des troubles circadiens associés. Vous allez avoir souvent des troubles. Donc, ça veut dire qu'à la fois, la personne va dormir le jour, mais va aussi dormir la nuit, et dormir la nuit, et mal dormir la nuit. Elle pourra aussi avoir, en plus des apnées, plus un syndrome des jambes sans repos. C'est souvent des patients qui sont compliqués, et notamment, par exemple, dans les problèmes du spectre autistique notamment, vous avez des troubles du sommeil qui sont vraiment très, très importants et où il va falloir travailler vraiment sur le comportement d'accompagnement qu'on peut mettre en place aussi. Il n'y aura pas que la mélatonine qui sera intéressante, qui pourra apporter quelque chose. Mais donc, du coup, c'est vraiment, je ne vous le cache pas, il y aura très peu de spécialistes qui pourront conseiller ce type de patient. Mais ça vaut le coup d'essayer de voir, de rencontrer un spécialiste du sommeil. Après, ça va se terminer donc, pour beaucoup dans des centres de sommeil spécialisés, mais même sur l'Île-de-France, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent prendre en charge ce type de patients. Je pense qu'il y en a 2. Et puis en médecins libéraux, on va être 2 ou 3. Donc très peu. Merci. Il y a Jacqueline qui lève la main. Oui, vous venez un tout petit peu d'évoquer, hein, vous avez dit dans votre présentation l'arrêt des médicaments sédatifs, bien sûr, et vous venez un petit peu d'évoquer la mélatonine que vous classez, je pense, différemment. Comment se comporte-t-on pour les personnes âgées, notamment? Il y a beaucoup de prescriptions de mélatonine assez positives. Qu'en pensez-vous? La mélatonine chez les personnes âgées, c'est probablement une des indications les plus adaptées par rapport à la mise sur le marché, enfin la mise sur le marché, et à la disposition, disons, de la mélatonine. Après, la mélatonine ne pourra marcher que si, d'une manière concomitante, on met en place toute une série de mesures et d'accompagnement pour que la personne ne passe pas trop de temps au lit, pour qu'elle se mobilise dans la journée. Bref, des choses qui vont là aussi renforcer toute la force des synchroniseurs, si vous voulez, pour que le sommeil se recale un peu sur un sommeil nocturne et pas un sommeil subdivisé sur 24 heures un peu tout le temps. Oui, merci. Vous parlez de 70% d'amélioration, vous parlez beaucoup de l'évaluation du problème, j'imagine. 70% d'amélioration en combien de temps?
J'imagine que quand un diagnostic d'apnée du sommeil est fait, l'adaptation à l'appareil est parfois très compliquée. Donc, il faut du temps où il y a des échecs. Que si c'est un diagnostic de dépression ou d'angoisse, là aussi, le psychologue a peut-être un travail un petit peu plus long à effectuer. Voilà. Alors, 70% d'amélioration, oui, mais à mon avis, il y a des temps extrêmement longs dans tout ça. Alors, 70% d'amélioration, c'était pour les ateliers thérapeutiques d'insomnie. Et donc, ça, c'est au bout de 3 mois, hein, puisqu'on fait l'évaluation à 3 mois ou à 6 mois. Mais par contre, si je me souviens bien, les chiffres, c'était 63% d'amélioration. Non, 70%. 70. Oui, pour le... Excusez-moi, je vérifie. Du coup, j'ai un doute. Parce qu'il y a plusieurs fois 70%. Mais si vous voulez, après, pour les autres, voilà, amélioration du sommeil dans 70% des patients. Bah oui, bah c'est ça, là, c'est le questionnaire d'évaluation qui est réalisé chez des patients qui ont été orientés par le réseau et qui ont répondu au questionnaire, ce qui n'est pas tous les patients, hein, Virginie, tu me... Non. Il y a effectivement un questionnaire à plusieurs étapes, à 3 mois, à 6 mois, et les patients restent en moyenne 380 jours dans le circuit. Donc, jusqu'à leur fin de prise en charge et leur sortie du réseau. Ok, merci. Merci. Merci en tout cas. Est-ce que quelqu'un d'autre a encore une question? Écoutez, j'ai l'impression qu'on a fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Ces contenus, effectivement, comme l'a dit une personne, riche et claire. Voilà. Pour les participants, je vous mets juste dans le chat pour que vous puissiez nous faire part de votre satisfaction. On en parlait justement, un petit lien vers un questionnaire en ligne. Donc, si vous pouvez prendre juste 2 minutes pour le remplir, ça nous aidera, que ce soit le DAC ou le réseau Morphée. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir un retour. Merci beaucoup, docteur Royan-Parola. Merci, Madame Piongraf. Et puis, je pense qu'on peut vous souhaiter une bonne journée à tous. Également, merci à tous. On espère vous avoir éclairé suffisamment. Allez, au revoir. Au revoir.